Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Un épisode consacré au championnat élite masculin pour son avant-dernière journée qui nous laisse présager une magnifique dernière journée qui aura lieu le 19 avril et retour sur le championnat national 1. Allez, c'est parti! Pour commencer cet épisode, un match avancé, duel au sommet du championnat, Strasbourg qui recevait le Cercle des Nageurs de Marseille. Sans gâcher le suspense puisque tout le monde l'a déjà vu, victoire surprise de Strasbourg contre Marseille, donc qui essuie sa première défaite. Au tir au but, après un score final au temps réglementaire 11 partout, tir au but 4-2 en faveur de Strasbourg, ce qui nous donne un 15-13 en victoire finale. Écoute, on avait dit lors du dernier podcast que Strasbourg allait recevoir Marseille pour un match de gala à la maison en voulant effacer ce qui avait fait un petit peu désordre à l'aller, ce fameux 19-3. On avait reçu Hugo qui nous avait dit à la fin du match qu'il était dégoûté pas par la prestation des Strasbourgeois, mais par le fait que ce match, qui est un peu un match au sommet quand même, se termine par un 19-3. On savait très bien que ce n'était pas la réelle valeur de Strasbourg. Encore fallait-il le montrer dans l'eau. Les Strasbourgeois, écoute, on développera un petit peu plus tard, mais on fait une excellente opération. Bizarrement, ça fait 3 ans de suite que cette rencontre se termine au pénalty à la Kibitzenau. Et Strasbourg qui fait chuter Marseille, que l'on pensait voguer, à l'instar de Lille chez les filles, vers un championnat sans défaite à l'horizon. Et on verra sur le plan comptable l'importance de cette victoire. Alors juste pour se poser la question, mais au niveau des effectifs, côté marseillais, donc on avait l'absence de Tesanovic remplacé par Arshak Ovanisian, l'absence de Spajic, et côté strasbourgeois, il y avait l'absence de Steven Vitran. Oui, écoute, Milo Stepanovic a le choix de mettre un étranger dans la cage, Tesanovic, et donc est condamné à jouer avec 3 étrangers dans le champ. Ou bien alors a cette possibilité de mettre Arshak dans la cage et donc d'avoir 4 étrangers dans le jeu. Il a choisi cette option-là, qui n'a pas été payante au final puisqu'il y a une défaite au bout. Et de l'autre côté, Vitran, je pense qu'il doit être qu'un un petit souci un petit pépin de santé ou de blessure. Oui, je te confirme, Steven Vitran qui a été blessé à l'entraînement, qui a une fêlure de la côte flottante et qui sera absent pendant 3 semaines. Qui est un joueur important dans la rotation d'Olivier Chandieu et qui n'était pas là sur ce match-là. Alors, effectivement, on pouvait penser qu'il y avait peut-être un déséquilibre entre les deux équipes. Et comme tu l'as dit, avec cette victoire écrasante au match aller, Olivier Chandieu qui nous disait dans un précédent épisode aussi qu'ils avaient profité de la trêve internationale pour justement bien travailler. Et la preuve en est, puisque les matchs importants qui les attendaient, donc Aix la semaine dernière, et Marseille cette semaine, Strasbourg s'en sort plus que bien puisqu'ils ont gagné ces 2 matchs. Oui, et puis écoute, il y a 3 journées, donc Aix était solidement, voire presque définitivement accroché à cette 2e place puisqu'il comptait 7 points d'avance à ce moment-là sur Strasbourg. La victoire de Strasbourg dans ce match avancé, couplée à la victoire qu'ils ont obtenue contre Aix. Aix a pris 0 points en 2 matchs et Strasbourg en a pris 8 en 3 matchs. Donc, à l'issue, vendredi soir, à l'issue de ce match, Strasbourg comptait 1 point d'avance sur Aix. Et on va voir que, vu qu'on a avancé un petit peu au niveau du règlement, on va voir l'importance quand même de ce succès, même si Aix garde toujours les cartes entre ses mains. Peut-être un peu au niveau statistique, les cadres marseillais, quand même, globalement, hein, on va y revenir, mais Hugo Krousilla finit avec 3 buts, Perlainovic 4, Laroumbé 2, Velotto 2. Petite déception peut-être côté marseillais, Thomas Vernou qui marque pas dans ce match. Alexandre Boué qui était un peu l'homme en forme au niveau du scoring, qui n'en met qu'un seul. Et Michael Bodegas aussi, pas trop de statistiques sur sa ligne. Donc assez étonnant. Alors peut-être l'équipe marseillaise qui a peut-être déjà la tête à Belgrade dans un match qui va s'avérer décisif.
et surtout que, Belgrade, de son côté, a perdu aussi, sur, le Final Four de la Ligue régionale adriatique en perdant à domicile contre Radniki et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 13-10 le score final. Ouais, Marseille, il y a Romain Marion aussi qui a pas été au scoring. Bon, Pef, Pierre-Frédéric Van Peperstraat, lui, c'est plus un joueur, j'allais dire de soutien, qui marque pas beaucoup, donc on est un peu plus habitué. Mais les autres qui sont des artilleurs, effectivement, ont pas été là. Ça a été un match, ils ont pas été là aussi parce qu'il y a eu un Fontani, lui, qui a été là, et plus que là même, qui a fait un match déterminant, qui a poussé son équipe. C'est un match qui a été assez, je vais pas dire surprenant, mais Strasbourg a mené 1-0, assez rapidement et puis ensuite, bah, Marseille a pris l'avantage 2-1 et de 2-1 à 11-10. Le match s'est toujours joué à un but, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3. Toujours à l'avantage des Marseillais, donc ont toujours mené à part ce 1-0, qui ont toujours été rejoints, qui ont jamais réussi à prendre 2 buts d'avance, ce qui les aurait peut-être, un petit peu plus, libérés. Strasbourg, a fait un match, un petit peu dans la roue, des Marseillais et puis, bah, ils ont égalisé comme ils ont égalisé pour tout le match, mais au bon moment et puis la décision s'est faite au penalty. Strasbourg a raté un penalty dans le temps réglementaire par Popadic et a joué crânement sa chance, avec une victoire pas du tout, usurpée et des Marseillais un petit peu, comme tu l'as dit, peut-être la tête à Belgrade, mais c'était pas la meilleure façon de préparer, je pense, ce match-là, même si les 2 compétitions n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Mais bon, tu vois, comme tu le dis, Belgrade a perdu aussi. Donc, écoute, les équipes seront à égalité au niveau psychologique avant de s'affronter mercredi prochain. Côté strasbourgeois, bah, les cadres aussi ont été là, hein. Popadic, toujours, aussi important dans le jeu strasbourgeois qui inscrit 4 buts. Bon, il a loupé un penalty, mais en tout cas, très présent. C'est lui qui ouvre le score en début de match. Gardasevic aussi, très présent. Ça fait un moment qu'il n'avait pas marqué autant de buts. 4 buts, également. Et je te laisserai après compléter au niveau des scoreurs, parce que je crois que les 2 jeunes joueurs de Strasbourg ont été, assez importants, dans la fin de match et l'égalisation, à 11 partout par, Petkovic qui marque son seul but du match, mais le plus important et bah, Hugo Fontani, on le dit, à tous les épisodes quasiment quand on parle du championnat, mais qui a été, plus que décisif pour son équipe puisque dans le match, il fait, 17 arrêts et 1 arrêt, notamment sur la séance de tir au but. Marseille a joué avec quasiment tout le match avec 2 pointes. Enfin, très souvent, en tout cas, avec 2 pointes. Puis voilà, écoute, se sont un peu empêtrés. On dit souvent que Marseille a 2 matchs, a le championnat entre les matchs de Coupe d'Europe. Généralement, on a la Coupe d'Europe entre 2 matchs de championnat, mais bon, eux, ils jouent une compétition un petit peu différente. Et puis, j'ai bien aimé Laroumbé poste 1 là, qui a mis 2 shoots, en finition. C'est pas facile pour un droitier poste 1 avec le bras du défenseur. Faut passer le défenseur plus le gardien, donc il a mis 2 beaux buts. Et puis après, le reste, bah, écoute, ça a été un petit peu compliqué. Puis Strasbourg, tu sais, ces matchs-là, quand tu joues contre une équipe qui est très forte et puis, bah, tu t'accroches et puis, bah, tu gardes espoir. Tu te dis que plus les minutes avancent, plus tu te dis que c'est possible et puis l'équipe qui est supposée favorite, quand elle n'arrive pas à te décrocher, bah, elle s'énerve un petit peu. Elle a du mal à imposer son jeu et une mention quand même au Strasbourg d'Olivier Chandieu parce que bah, c'est la première fois que Marseille lâche des points dans ce championnat et au bon moment pour Strasbourg, coûte une victoire dans un bassin plein. Strasbourg a mérité, il y a rien à dire, hein, a mérité sa victoire. Les pénaltys, ça reste une loterie, mais quand tu as le meilleur gardien du championnat dans ton équipe, les pénaltys, c'est quand même, ça tourne quand même un peu plus souvent en ta faveur. Oui, c'est un peu plus facile effectivement. Juste, pour revenir quand même, la dernière confrontation, de Marseille et Strasbourg avait eu lieu, à la Coupe de France à Montpellier. Ça avait été un match, déjà un peu accroché quand même. Bon, Marseille avait gagné, mais ça n'avait pas été un match facile pour eux et là, bah, je pense aussi fort peut-être de cette entrevue, et de ce qu'ils avaient pu développer à ce moment-là. Côté strasbourgeois, bah, ils ont réussi à compenser peut-être ce qui manquait sur ce match-là, pour pouvoir notamment déjà égaliser parce que c'est pas une vraie victoire, je veux dire comme ça aussi, même si au final, c'est quand même une victoire, mais voilà, c'est une victoire au penalty donc c'est pas tout à fait pareil non plus, mais en tout cas, ils ont su mettre les bons ingrédients
pour accrocher Marseille. Et quand on connaît que Marseille survole un peu le championnat, du coup, c'est quand même, ça reste une belle performance. Et comme tu l'as souligné, peut-être au bon moment pour Strasbourg. Au moment où on débriefe ce match, il faut 2 victoires donc à Aix-en-Provence pour pouvoir rester deuxième. Mais là, si Strasbourg passe deuxième, effectivement, le match d'appui se déroulera à Strasbourg, donc ce qui leur est plutôt favorable. Oui, on a eu enfin l'info qu'on cherchait depuis un moment, c'est-à-dire que les playoffs concerneront uniquement les 4 premiers. Donc, Marseille, Strasbourg et Aix ont leur place, leur ticket déjà pour les playoffs. La quatrième place se jouera uniquement entre Montpellier et 7, pardon. Reims ne pourront pas rejoindre Montpellier. Les demi-finales, ce sera 1 contre 4, 2 contre 3, avec match d'appui, la belle en cas d'égalité, un partout. Et donc, évidemment, la belle se joue chez le mieux classé. Donc, cette victoire des Strasbourgeois qui les remet devant, s'il y a un match d'appui, il aura lieu à Strasbourg. On imagine Aix peut battre Strasbourg 2-0, hein, mais en tout cas, s'il y a match d'appui, le match d'appui aura lieu à Strasbourg, ce qui est quand même un avantage certain pour éviter ce cas de figure. Il faudra absolument que Aix batte Taverny à la maison et aille gagner à 7, puisque dans le même temps, Strasbourg recevra Nice et on peut quand même penser, au vu des dernières prestations des Alsaciens, que Strasbourg devrait quand même passer l'obstacle niçois. Donc, une fin de saison qui n'était pas du tout prévue, à mon avis, pour Alexandre Simoni, enfin, cette façon de finir la saison. Ils iront jouer à 7, qui jouera peut-être plus rien, on ne sait jamais, on verra d'ici là. Mais Strasbourg, en tout cas, fait une. Tu as dit que c'était pas une victoire, tu as raison, mais cette année, faire un match nul contre Marseille, c'est pour moi déjà une victoire, quasiment. Oui, oui, c'est une victoire, mais je parlais au niveau comptable aussi, puisqu'en fait, au lieu de marquer 3 points, Strasbourg n'en marque que 2 et 1 point est pris par Marseille. Et bon, compte tenu de l'avance qu'ils ont, enfin, ça sera vite oublié, je pense, de côté marseillais, pour finir ce championnat et surtout rester pour le match contre Belgrade. Mais tu vois, c'est bizarre parce que le polo, maintenant, les hiérarchies sont. Je ne parle pas de cette hiérarchie de Marseille. Marseille finira champion, je pense, cette saison. Mais on avait quitté donc Marseille mettant un 19-3. 19-3, c'était un score, j'allais dire, anormal quasiment, vu l'écart qu'il y a entre les équipes. C'est pas un écart de 16 buts. On quittait Marseille sur un Marseille super conquérant contre Olympiakos, qui est une équipe quand même assez redoutable. Donc, on ne les voyait pas trébucher à Strasbourg, même si je pense que la vigilance était de mise. Et puis, finalement, tu vois, ça passe à la trappe pour Marseille voilà, qui n'a jamais su trop. Bon, qui n'a pas fait un match honteux non plus, hein, mais le réel objectif, c'est difficile de jouer des matchs comme ça où tu es sûr d'être quand même à la première place de la phase régulière et de jouer des matchs comme ça entre 2 matchs capitaux de Coupe d'Europe, parce qu'Olympiakos et Belgrade à la maison, c'est évidemment capital. Donc je pense qu'on aura un autre Marseille. Il faudra de toute façon un autre Marseille mercredi contre Belgrade, et je pense qu'on aura un autre Marseille, à Marseille à nouveau conquérant. Oui, et puis là, ça me fait penser que Marseille peut-être a été un peu surpris par le rythme et l'agressivité des joueurs strasbourgeois et que compte tenu de l'échéance, je pense qu'ils ne voulaient pas trop se blesser non plus, peut-être pas laisser trop d'énergie, même si voilà, le match accroché, tu as quand même envie de gagner. Mais je pense que voilà, je pense qu'ils étaient déjà dans ce match décisif et qui pourrait les qualifier vraiment pour le Final Four. Ils ont suffisamment d'avance. C'est une bonne opération pour Strasbourg qui rebat un petit peu les cartes pour la fin de championnat. Ce qui n'est pas pour nous déplaire puisque la position 2-3 se jouera sur la dernière journée. C'est Strasbourg qui va quand même, même si c'est un point, j'allais dire un point bonus celui-là, parce que tout le monde a perdu, va quand même maudire son match nul et à Reims et à 7, ses matchs nuls et à Reims et à 7, parce que tu vois, tout compte, hein, parce qu'à la fin de saison, tu t'aperçois que les petits points lâchés à droite et à gauche, si tu les avais dans l'escarcelle, tu n'aurais pas un point d'avance aujourd'hui, tu en aurais 3. Vu que le goal average leur est favorable par rapport à Aix, ils seraient irrémédiablement devant. J'ai regardé le match. Tu sais, quand tu as Misic devant qui tourne avec Aubin de Nux, dont on ne parle pas souvent, mais qui est une vraie bonne pointe du championnat, tu es un peu obligé de zoner quand même. Et bon, à la périphérie,
Gardašević, Petković, Popadić, le trio monténégrin, Canovas qui fait une bonne saison et qui est toujours là. Bon, Vitran qui n'était pas là cette fois-ci, mais et puis après, tu as des petits jeunes, Amédi Adam qui a mis un beau but, un lob qui était plein de sang-froid. Et puis l'autre joueur là qui marque un but important, Lucas Rubashvili. voilà, qui met un but très important aussi. Donc les deux jeunes qui ont pris leurs responsabilités et qui ont remis à un moment donné l'équipe en selle. J'ai trouvé ça pas mal du tout. Et Strasbourg a eu un creux. Ils ont fait un bon début de championnat avec la Coupe d'Europe, un bon début de Coupe d'Europe, pardon. Et puis après, ils ont eu des fois un petit cran en championnat. Et là, j'ai l'impression qu'au bon moment, on retrouve le Strasbourg du début de saison. Et ils ont passé Aix, même si Aix, il leur manquait Drahe et Pesson. Ils ont quand même gagné 17-11. Et écoute, il faut une fin de saison. Ils arrivent en forme, en tout cas, au bon moment. Avant de passer au match suivant, je te propose quand même de faire un petit retour sur la séance de pénalty qui a tourné, on l'a dit, en faveur de Strasbourg. Non, écoute, les tireurs, Strasbourg a commencé par tirer en premier par Canovas, qui a transformé son penalty, suivi par Perlinovic qui a égalisé. Mathis Mas a donné l'avantage aux Strasbourgeois. Hugo Crouzilla a été stoppé par Hugo, dévié sur le poteau par Hugo Fontadi. Le duel de Hugo a tourné à l'avantage du gardien. Donc, Strasbourg avait l'occasion de faire un petit break, mais Petković échoue aussi sur Archakovanessian. Donc, on en reste à 2-1. Veloto égalise à 2-2. Popadić marque 3-2. Et Laroumbé se fait arrêter par Hugo Fontani, ce qui donne une balle de match à Strasbourg, qui est convertie par Gardašević. Et donc, le score des pénaltys est de 4-2 en faveur des Alsaciens, qui décrochent 2 points contre Marseille. Donc, ce qui leur permettait, à ce moment-là de la semaine, puisqu'ils jouaient vendredi en match avancé, de passer deuxième avant qu'on puisse voir ce que les Aixois, la réponse des Aixois. Je te propose de passer donc au match suivant, surprise, à Nice. Souvent on le dit que Montpellier est capable de souffler du chaud et du froid. Et bien là ils ont soufflé du froid et Nice qui enchaîne les victoires et qui s'impose par le plus petit des écarts, mais 9-8. Un match qui a plutôt été dominé par les Niçois. Il y a eu un bon Cosmer qui a arrêté un penalty notamment. Petite amélioration au niveau de la diffusion de ce match, mais vite stoppé par une panne de signal. Donc il n'était possible que de voir qu'une période et demie. C'est dommage, donc on ne pourra pas commenter trop la suite du match. Mais Montpellier qui a raté beaucoup de choses, qui s'est heurté à un bon Cosmer, et on verra par la suite que ça peut avoir pas mal de conséquences pour la fin du championnat, pour cette dernière journée qui aura lieu le 15 avril. Et donc Montpellier qui lâche des points à Nice. Écoute, on avait dit Nice avait marqué 3 points jusque-là en 10 journées. On avait souligné le fait qu'ils allaient recevoir 3 fois d'affilée à la maison. Donc 7-1, c'est Montpellier. Ils ont décroché un nul contre 7 en revenant, en égalisant à 5 secondes de la fin. Ils ont battu Reims de manière assez convaincante la semaine dernière. Et là, ils enchaînent avec une victoire contre Montpellier. Donc, ils viennent de prendre 7 points en 3 matchs. On parlait aussi, ils avaient une saison qui était un petit peu... la lecture de leur saison était... ils n'avaient pas eu de chance sur des matchs quand même où ça tournait toujours un peu contre eux, des matchs à -1 au score ou -2, à 7 contre Strasbourg à la maison. Et puis là, ça tourne un peu du bon côté. Je pense que les têtes se sont... Le match nul contre Sep leur a fait du bien. Et puis, on parlait de séries de défaites. Et puis, il y a aussi des séries positives quand les têtes sont à l'endroit et que des fois, il n'y a pas vraiment d'explication, mais les bons résultats s'enchaînent. Et on verra par la suite que cette victoire permet à Nice de lâcher la dernière place à Taverny. Et en tout cas, alors ils vont aller jouer à Strasbourg la prochaine journée. Ça va être compliqué vu ce que Strasbourg vient de faire contre Marseille, de décrocher quelque chose, mais sait-on jamais. Mais en tout cas, écoute, il redore un petit peu le blason de ce club historique en faisant 3 matchs de qualité coup sur coup et en marquant 7 points qui les sort de la nasse dans laquelle ils étaient. Pour le plus-moins, en plus, victoire de Nice qui relance le bas de classement. Et dans les moins, en tout cas dans ce que j'ai pu voir, le nombre de tirs non cadrés assez important de part et d'autre du bassin. Et on en parle aussi assez souvent, mais cette règle du penalty
catastrophique. Là, j'ai vraiment pas aimé le premier penalty qui a été sifflé en faveur de Nice, où le gardien arrête le tir et une seconde après, l'arbitre siffle penalty et malheureusement, bon, pour Montpellier, ils le prennent. Mais je trouve que cette règle, il faut vraiment qu'elle soit abandonnée. C'est ce que je t'avais expliqué, c'est la règle du grattage et du tirage. Moi, si tu échoues sur le gardien parce qu'effectivement, il y a une gêne au niveau du bras, au niveau de l'avant-bras ou quoi, ça, les arbitres sont obligés de donner. Mais quand effectivement, il y a pas de gêne, que tu rates et qu'en plus, on te redonne une deuxième chance avec un penalty, je trouve ça déplorable et effectivement, ça fait pas, je pense pas que ce soit une règle qui fasse avancer beaucoup notre sport. Soit on laisse l'avantage, soit on le laisse pas, mais je trouve ça un peu moyen. Enfin, en tout cas, les Niçois, Jean Bouin, qui retrouvent un petit peu le sourire et un Balach qui met 4 buts. Les autres se sont un petit peu mis au diapason, hein. Les joueurs osent un peu plus. La confiance, c'est un facteur quand même qui est très important. Une équipe pas mal. On avait parlé la semaine dernière, j'avais dit que Pablo Donardi avait fait un bon match sans marquer. Là, cette fois-ci, il a fait un bon match aussi, mais en marquant. Manatea Mathieu a marqué aussi. Sacha Sigval qui marque pas beaucoup, mais donc Jovan Kakic avait besoin de tout son monde pour pouvoir réaliser parce que ça reste quand même une perf. Et puis Montpellier qui se prend les pieds dans le tapis. On verra après, comme tu l'as dit, l'incidence. Il y a de très très grosse incidence sur le classement quand même. Montpellier ira à Marseille, donc je doute qu'ils aillent prendre des points là-bas. Donc Nice fait la très bonne opération de la journée. À noter aussi que Nice, dans ce match, quand même, a concrétisé, enfin, sur les 9 buts qu'ils ont marqués, 71% sont marqués en supériorité numérique. Alors attention, c'est pas, ils n'ont pas fait 71% en zone plus, c'est Non, 71% de leurs buts qui sont en zone plus. c'est Ça, ça, hein. c'est Eh oui, exactement ah ça. ouais. Maintenant, tu sais, les équipes, ouais, à moins de shooter à la périphérie et comme ils l'ont fait contre Reims avec Balache, mais effectivement, la zone plus reste un atout majeur quand même pour convertir tes occasions. On passe au match suivant, donc on l'a dit, donc suite à la victoire de Strasbourg au tir au but, eh ben, ils étaient passés deuxième au classement devant Aix-en-Provence. Et Aix-en-Provence, pour pouvoir reprendre sa place de deuxième, il fallait absolument qu'il s'impose à domicile contre Taverny. Et le scénario s'est bien déroulé pour eux. Ils ont été très appliqués dans les consignes et Aix s'impose 13-9. Rappelons tout de même qu'au match aller, Aix avait gagné au tir au but 21-20 et que cette fois-ci, ils n'ont pas du tout été mis en difficulté par cette équipe tabernacienne. À noter qu'il y avait donc le retour de Drahe, Watanabe, qui a été assez important dans ce match, hein. Il a inscrit pas mal de buts, mais il a été extrêmement ciblé par l'équipe de Samuel Nardon, puisque il y a eu, enfin, c'était pas toujours très propre quand les défenseurs étaient sur lui. Bon, on sait que c'est souvent l'homme fort du côté aixois, mais là, il y avait un bon jeu collectif. Luc Bertrand a été très présent, ainsi que Oscar Montes, qui ont bien joué, et toujours le précieux Lucas Béteille aussi, qui a été important dans ce match. Ouais, Christophe, écoute, le 13-9 est quand même extrêmement flatteur pour Taverny, hein, parce que Aix menait 9-2 quand même. 9-2, on s'attendait pas forcément à finir sur un 13-9. Il y a eu la rotation. J'ai pas aimé non plus cette espèce de. T'as employé le mot qu'il faut, ciblage. J'aime pas ce jeu de destruction qui consiste à. Alors peut-être que Taverny n'a pas d'autres armes. Je suis pas au sein de l'effectif. Mais ce jeu de destruction, alors quand tu es arbitré de manière un peu laxiste ou permissive, en tout cas, ça te permet de serrer les scores et des fois de l'emporter. Mais quand tu es arbitré de manière assez normale, ce qui a été le cas samedi, tu es vite sanctionné avec des joueurs importants à deux fautes que tu peux plus utiliser dans le match. Et je trouve que c'est cette espèce de contrat, je vais pas aller jusqu'à contrat, mais quand même, sur Watanabe, j'ai pas trouvé ça forcément Faire et fair play opportun. Et d'ailleurs, Alexandro Simoni, à un moment donné, a été obligé de le sortir parce que, soit pour pas qu'il dégoupille, soit pour le préserver. Et ouais, je trouve qu'il y a d'autres façons de jouer au water polo que celle-là. Taverny, pour celui qui n'a pas vu le match, 13-9, ça reste pas mal, mais quand tu regardes le contenu,
la victoire souffre d'aucune contestation. Il n'y a pas eu de suspense. L'écart a été fait tout de suite. Donc, Aix qui reprend la deuxième place. Connaissant un petit peu Alex, il a dû passer une mauvaise nuit suite à la victoire des Strasbourgeois contre Marseille, en se disant qu'il allait falloir à nouveau batailler. Quand tu crois que c'est fait et puis qu'il faut quand même à nouveau batailler, c'est toujours un peu délicat. Et puis, écoute, Aix a fait un super match. Le retour de Ray leur fait du bien. Et puis, il y aura le retour de Mathieu Pesson ensuite pour les phases finales. Et voilà ce qu'on a à peu près à dire pour ce match-là. Un plan, on va dire, qui, comme dirait Hannibal Smith, un plan qui se déroule sans accroc. Oui. Euh, Et un donc, train qui arrive à l'heure. voilà. Belle opération pour les Aixois, donc qui gardent toutes les cartes en main pour rester deuxième, mais on y reviendra un petit peu par la suite quand on verra les enjeux de la dernière journée. Dans les j'aime pas, côté Aixois, j'ai bien aimé l'application des consignes. On sentait que voilà, ils étaient vraiment les Aixois, enfin en tout cas au moins jusqu'à à peu près le milieu de troisième période, ils sont vraiment restés concentrés. Côté négatif, l'agressivité de Taverny, ça c'est pas, voilà, c'était pas très beau à voir. Donc avec les agressions sur Watanabe, on vient de le dire. Et ce que j'ai pas trop aimé aussi, c'est un petit peu, bon, même si Taverny est pénalisé par les fautes, à jouer un peu plus au water polo, mais un petit peu les compensations arbitrales qui permet à Taverny de revenir un petit peu dans le match et, comme tu le disais, par un score flatteur, alors que bon, c'était très brouillon. Ils sont même joués à un moment à plusieurs fois même à 3 pointes, donc c'est un peu compliqué de déployer du jeu à ce niveau-là. On rappelle juste une chose, hein, l'importance de cette victoire-là d'Aix, puisque, comme on l'a dit un petit peu précédemment, au contraire des saisons précédentes où les demi-finales ou la finale se jouent en match aller-retour, avec le match retour chez le premier, chez le mieux classé, pardon. Là, cette fois-ci, il y aura un match d'appui en cas de victoire partagée. Donc, il y aura une belle qui se jouera dans le bassin de l'équipe la mieux classée. Donc, Aix, s'ils veulent éviter de devoir jouer 2 fois Strasbourg à Strasbourg, doit finir absolument devant Strasbourg au classement. Donc, ils reprennent leur place de dauphin pour le moment et voilà. Pour illustrer aussi donc un petit peu les lignes statistiques, on a Bachelier 2 buts, Béteil 1 but, Drahe 1 but, Watanabe 5 buts, Bertrand 2 buts, Montes 2 buts, donc une répartition des scoreurs. Et côté Taverny, Nikolic 1 but, Laurentos 2 buts, le jeune Tessir Aissi qui a été formé à Aix et donc qui jouait contre son frère aussi, puisque on avait Marwan Tessir qui jouait côté aixois, donc qui inscrit 1 but. Jakub Novacek qui a fait un bon match aussi, enfin, je le mets un petit peu en avant côté tabernacien, un joueur prometteur qui avait, je crois qu'il avait fait partie du groupe élargi du dernier rassemblement de l'équipe de France. Dura, l'étranger, qui marque 1 but. Chapelet, 1 but. Et Elio Nardon, 1 but. Cette défaite donc des Tavernaciens couplée à la victoire de Nice fait que Taverny recule d'un cran et occupe la dernière place à 1 point des Niçois avant une dernière journée qu'on va évoquer, mais qui va être pleine de promesses. Et pour finir donc cette journée élite, Reims recevait l'équipe de 7 dans un match avec des enjeux, surtout pour 7, hein, qui vise la 4e place. Mais Reims a annihilé un petit peu ses ambitions sur ce match, puisque Reims s'impose 11-10 dans un match très fermé. Beaucoup d'approximations en début de match. On sentait la crispation et la tension pour les deux équipes, hein. Rappelons que Reims, sauf changement de dernière minute, ne se réengagera pas en élite l'année prochaine, mais voilà, les joueurs ont à cœur de montrer un beau visage, surtout que je crois que sur ce match-là, au moins l'Héliosport était présent. Donc j'ai peut-être un contact, donc j'essaierai peut-être de le faire venir dans un prochain épisode pour voir s'il peut nous donner quelques explications sur la position de la mairie concernant l'équipe du stade de Reims. Côté Sétois, il y a eu un bon Zachary Joubert, hein, toujours 7, qui joue sans Rossi. Donc on essaiera aussi d'avoir un petit peu des informations pour une prochaine fois. Do Carmo qui a été présent, hein, 4 buts dans ce match. Garcia, en général qui prend le relais, était un petit peu plus en retrait avec un seul but. Tomic, 3 buts.
La pointe Gomez da Silva, 1 but et Lopino, 1 but. Côté sétois. Et donc, les joueurs qui ont pris l'avantage côté rémois, on a David Babic avec 3 buts, Nicolas Missy, le capitaine, 1 but, Souk Williamson ainsi que Leovic et Krekovic avec 2 buts, et enfin Michael Deby avec 1 but. Et du coup, qui permet à Reims de s'imposer. Qui permet à Reims de s'imposer, Christophe, et qui permet aussi à Reims de revenir à 2 petits points de 7, puisque Reims compte 13 points maintenant et 7 reste bloqué à 15. Cette journée, elle est très intéressante parce que cette défaite de 7, elle aurait pu permettre à Montpellier de sécuriser le top 4 en allant chercher quelque chose à Nice, et puis ils ont perdu, donc ils restent à 17. Donc on va avoir une dernière journée qui est assez rare quand même dans un championnat, où seul Marseille ne jouera rien. Enfin, ils joueront leur match contre Montpellier, mais le résultat n'aura pas d'incidence pour eux. Tous les autres clubs concernés de la 2e place, on va détailler ça, mais de la 2e place à la 8e place sont concernés par les résultats de ces dernières journées, et tout peut changer. Tu veux qu'on annonce le calendrier de la dernière journée? Oui, alors petite rectification, c'est pas le 15 avril comme je le disais précédemment, mais bien le 19 avril que les matchs se joueront. Donc on l'a dit juste précédemment, donc Marseille recevra Montpellier. On ne voit pas Montpellier venir à bout du cercle, surtout après l'alerte reçue en championnat à Strasbourg. 7 recevra le Pays d'Aix Natation, donc un match très important pour les deux équipes. Taverny qui recevra Reims, donc aussi un duel de fin de classement, donc sur les places, on va dire 5, 6, 7, 8. Et Strasbourg qui recevra Nice. Nice, on ne voit pas non plus peut-être Nice aller s'imposer à Strasbourg, surtout dans la dynamique dans laquelle ils sont, puisqu'ils sont sur 2 victoires d'affilée, donc du coup contre le deuxième et contre le premier, ce qui leur a permis de se replacer un petit peu au classement. Et donc, voilà, peut-être tu peux nous donner les enjeux de ces différents matchs? Si on part du postulat que Strasbourg devrait s'imposer face à Nice, cela oblige les Aixois à aller gagner à 7 pour conserver leur 2e place. Si les Aixois s'imposent à 7, cela voudra dire que Montpellier, même en cas de défaite à Marseille, aura sécurisé sa place dans les 4. 7 en perdant peut perdre gros, parce que 7 en perdant contre Aix à la maison voit effectivement le top 4 s'éloigner, mais peut voir également Reims frapper juste derrière à la porte, puisque Reims est qu'à 2 points derrière 7, et Reims ira jouer à Taverny. Et enfin Taverny qui reçoit Reims pour ne plus avoir à espérer que d'éviter la dernière place. Ils ne peuvent pas aller chercher Reims même en les battant, mais ils peuvent finir avant-dernier. Donc toutes les équipes, à part Marseille, jouent quelque chose en haut du classement, au milieu du classement, en bas du classement, tout en bas du classement. Donc ça va nous faire une journée très riche en suspense, et en une journée pleine de suspense, et avec des conséquences sur le classement qui seront immédiates. Donc à vos pronostics, et ne vous trompez pas. Alors justement pour le classement actuel, qui pourrait donc être complètement modifié, on vient de le dire, sur la prochaine journée, ce qui est quand même assez rare, et c'est peut-être une des plus belles satisfactions, je dirais quand même, de ce championnat à 8 équipes. C'est que pour la première fois, on a de la 2e à la 8e place. Bon, tout va pas chambouler, mais en tout cas, le classement pourrait être complètement différent sur cette dernière journée. Donc, ce qui n'est pas pour nous déplaire dans l'absolu. Donc, on a Marseille qui restera premier, donc avec 37 points. Deuxième actuellement, donc Pays d'Aix Natation, 29 points. Troisième, Strasbourg avec 27 points. Donc, on sait que les 3 premiers sont sécurisés. Quatrième, Montpellier avec 17 points. 7, 5e, 15 points. 6e, Reims, 13 points. 7e, Nice, 10 points. Et enfin, qui clôture ce championnat actuellement, Taverny, avec 8 points. C'est ce qu'on disait, toutes les équipes, chacune à leur niveau, vont jouer quelque chose sur cette dernière journée, avec une bascule dans les playoffs, une bascule où dans le Reims peut tirer les marrons du feu quand même, vu les forces actuelles en présence. Alors je vais mouiller quand même sur des pronostics. Je vois quand même Aix aller l'emporter à 7. Et Reims, dans un baroud d'honneur de fin de saison, qui veulent un petit peu marquer les esprits,
Si jamais il venait s'imposer à Taverny et comme on l'a dit, 7 perdait contre Aix, il finirait comme le championnat à la 5e place. Alors certes, c'est un championnat à 8, mais il faut quand même mettre 3 équipes derrière soi et ce serait quand même, je pense, un des championnats, les mieux maîtrisés par Reims en termes de classement final. Très difficile de faire un pronostic sur Taverny-Reims. Bon, Marseille, Montpellier et Strasbourg-Nice, je pense que ça devrait aller et je pense que Aix devrait s'en sortir quand même, à 7. Mais attention quand même parce que 7 reste une équipe qui est allée gagner à Montpellier, qui des fois est un petit peu, difficile aussi à cerner, mais je pense que les Aixois feront le job là-bas, pas forcément de manière large, mais ils iront gagner là-bas. Bah, surtout que je pense que les équipes qui ont le plus à perdre, on va dire, sur cette dernière journée, dans l'absolu, pour moi, c'est Aix, qui pourrait se retrouver 3e et du coup, le match d'appui à Strasbourg en cas de match d'appui. Et 7 qui pourrait passer potentiellement en 4e, mais qui pourrait aussi se retrouver 6e. En effet, Christophe, le match que va nous proposer à 7, 7 contre Aix verra le perdant soit perdre sa 2e place pour Aix, soit dire adieu au play-off pour 7. Donc, un match à fort enjeu sur cette dernière journée pour déterminer un petit peu le classement final. Donc après cette dernière journée, la phase finale, donc les demi-finales auront lieu fin de 6 avril et 3 mai, et match d'appui donc éventuellement le 4 mai. Et les finales, petite finale et grande finale, le 10 et 17 mai. Du coup, on passe au championnat de National 1 où nous avions donc 5 matchs au programme, puisque le Mulhouse Choisy-le-Roi est lui programmé le 12 avril. Et il y avait une inversion aussi de match entre les Sauveteurs de Givors et l'AS Monaco. Donc l'AS Monaco recevait les Sauveteurs de Givors et il s'impose 17-9. Dans un match un petit peu particulier, Christophe, puisque nos chers amis du football monégasque et niçois s'affrontaient le même soir au Stade Louis II à Monaco et par mesure de sécurité, pour éviter les débordements, écoute, la direction du Stade Louis II avait décrété que ne pouvait être présent à ce match que les officiels de table, le délégué, les arbitres et les joueurs, uniquement les joueurs. Personne, un match à huis clos. Je peux pas t'en dire beaucoup plus, si ce n'est cette victoire assez logique, somme toute, de Monaco à la maison contre Givors. Il y a un écart au classement, il y a un écart dans l'eau. Donc Monaco a fait le boulot et s'impose sans difficulté. Pour les autres matchs, dans l'absolu, pas de surprise tout court, puisqu'on avait donc un Livry-Gargan, donc, qui est actuellement 4e du championnat, qui recevait Moulins et qui s'impose 22-10. Donc le score par période 4-3, un petit peu accroché, mais ensuite on a 8-4, 4-1, 6-2. Donc large victoire des joueurs parisiens face au club de Moulins. Côté Arnes qui recevait Saint-Jean d'Angély. Donc là, c'est le match le plus serré de cette journée, mais quand même plus 6 en faveur de Arnes qui s'impose 18-12. Oui, Christophe, Arnes qui s'impose 18-12 contre Saint-Jean, mais qui avait été à 2 doigts de pousser Monaco au pénalty à la maison lors de la dernière journée, puisque Monaco s'était imposé à 2 secondes de la fin dans le Nord. Donc Arnes, qui est une équipe capable aussi du pire comme du meilleur, qui s'impose contre Saint-Jean de manière assez logique, mais qui a fait trembler Monaco jusqu'au bout la dernière journée. Et donc voilà, victoire du SNH qui continue sa belle saison. Avant-dernier match de cette journée, donc Thionville qui recevait Douai. Là, hein, comme d'habitude, Douai qui déroule son rouleau compresseur avec 28 buts inscrits contre 4 côtés de Thionville, avec 7-2, 7-0, 5-1 et 9-1 dans la dernière période. Donc les joueurs de Thionville qui ont eu du mal à sortir quelque chose de cette rencontre. Ouais, 28-4 à la maison, ça fait, bon, c'était match des extrêmes, hein. Douai est 1er, Thionville est dernier, donc s'attendait évidemment pas à quelque chose de positif de Thionville, mais 28-4 à la maison, ça fait quand même, ça fait mal. Et Douai, voilà, écoute, match sans surprise, prévisible. Et donc enfin, dernier match, Bordeaux à domicile qui donc recevait le Racing Club de France. Et là, statut respecté aussi, Bordeaux qui s'impose 19-6, 4-1, 5-0, 6-5, 4-3. Voilà, un match sans encombre pour les joueurs de Saint-Bruno.
Ouais, assez écart assez quand même, conséquent, hein. Mais écoute, le Racing a fait le nécessaire pour, ne pas avoir beaucoup à craindre des équipes de derrière lui et puis, mais il y a un vrai écart avec le haut du panier. Donc une rencontre, somme toute, assez logique. Du coup, au niveau du classement, bah, pas de changement. Douai, toujours premier, suivi par Bordeaux, deuxième, Monaco, troisième, Livry, quatrième, Mulhouse, égalité de points avec Arnes, donc Mulhouse cinquième, Arnes sixième avec 33 points chacun. Septième, Choisy-le-Roi, donc là il y a un écart 19 points. Givors 17, Racing Club de France neuvième 17 points. Moulins dixième avec 10 points. Onzième, Saint-Jean d'Angély 8 points. Et Thionville qui ferme la marche avec 2 points et qui devrait rester dernier. On aura un très intéressant Monaco-Livry-Gargan, la semaine prochaine. Le troisième qui reçoit le quatrième dans un duel qui, vraisemblablement attribuera la médaille de bronze à la fin du championnat. Donc, le match intéressant, entre 2 oppositions de style. Reste à voir si les Monégasques, arriveront à maintenir les Parisiens, sous l'eau, j'allais dire et à l'emporter à la maison pour, c'est le dernier match, j'allais dire difficile pour eux. Après ça devrait être à peu près, en contrôle. Donc cette journée 19 aura lieu, elle, le samedi 5 avril. Donc au programme, un duel dans le bas de tableau, donc Racing qui recevra Saint-Jean d'Angély, Monaco-Livry, tu viens de le dire, Moulins-Arnes. Ensuite, nous aurons Douai qui reçoit Givors, Choisy-le-Roi qui reçoit les seconds Bordeaux et Thionville qui reçoit Mulhouse. Mulhouse qui veut reprendre sa marche en avant. Ça risque d'être encore une soirée difficile pour Thionville. Je voulais juste ajouter un petit truc, parce que j'étais un grand fan de ce joueur, Denis Varga, donc qui a, Ah oui, on l'a dit, après les Jeux olympiques, arrêté, donc ça a mis un terme à sa carrière, en tout cas, internationale et nationale, puisqu'il a quitté Ferencváros et l'équipe nationale, est parti, a signé un contrat pour jouer à Los Angeles, donc dans la ligue américaine et puis, bah, écoute, il a été suivi cette semaine par Filip Filipovic, autre, légende de notre sport, hein, double champion olympique, plus toutes les titres de champion du monde, champion d'Europe et tout ça. Bah, écoute, il va signer dans la ligue américaine aussi, dans le même club. Donc, 2 renforts d'extrêmement choix, même s'ils ont vieilli un peu, ça reste des joueurs, majeurs. Les États-Unis qui peuvent être une éventuelle porte de sortie, pour les joueurs, pas comme au football, mais ça s'apparente un peu, pour les joueurs, de polo, ayant brillé, d'aller finir comme ça une ou 2 saisons, en Californie. Il y a plus désagréable dans la vie que de finir comme ça et donc, je voulais saluer, ces 2 légendes de notre sport qui partent là-bas. oui, tu l'as bien dit. Moi, ça me fait vraiment penser au football, hein, que ce soit Giroud, Messi, à l'époque plus lointaine, qui sont un peu plus de notre génération, Youri Djorkaeff, Thierry Henry, qui ont rejoint les rangs américains par le passé au football. Et ben là, maintenant, le water polo y a droit aussi. Et même s'ils ont vieilli, ça va jouer au polo du côté de Los Angeles. Oui, c'est sûr, c'est clair, pour avoir vu Denis Varga au jeu là en 2024, il est encore bien présent et Filipovic, l'immortel. Donc, non, non, c'est bien. Écoute, c'est bien pour eux et puis c'est bien pour notre sport, et puis si ça permet de développer aussi un peu plus, le polo aux États-Unis, hein, on rappelle que les US ont fini troisième aux Jeux olympiques. Bah, écoute, c'est pas mal dans l'optique aussi de recevoir les Jeux olympiques chez eux en 2028. Bah, ils font venir des têtes d'affiche, même si elles sont à la retraite, c'est des sacrées têtes d'affiche quand même. Oui, et puis on l'a pas dit précédemment, mais dans la page transfert, on a quand même Tayo Watanabe, meilleur buteur du championnat de France, qui la saison prochaine évoluera du côté de Barcelone. Alors pas chez Barceloneta, mais apparemment le CN Barcelona, en Espagne la saison prochaine. Tayo Watanabe qui aura fait 2 saisons et demie puisqu'il est arrivé, en cours de saison, de 2022-2023. Qui a rendu des fiers services quand même, un passage qui restera, dans les annales, hein. Un joueur qui a fini meilleur buteur du championnat, qui avait signé son entrée dans le championnat en marquant 10 buts à Tourcoing. Japonais, bien comme on avait eu Mitsuaki Shiga à Aix, bon gars et puis, bah, qui est rarement passé à travers quand même.
et qui a fait 2 saisons et demie pleines, ce qui lui permet de s'ouvrir les portes d'un championnat qui est très fort aussi, le championnat d'Espagne. Donc, bon vent, sayonara Watanabe, bon vent en Espagne et puis, qu'ils finissent bien la saison quand même avec, peut-être une place en finale, voire mieux ou voire un petit peu moins bien, mais c'est bien de saluer ces joueurs-là qui quittent notre championnat et qui l'ont marqué. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Comme d'habitude, nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et on se retrouve pour un prochain épisode. À bientôt. À bientôt, merci. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.